Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour, bonsoir. C'est l'histoire de deux jumeaux, deux hommes. Ils vendaient la viande dans un marché à Yaoundé. Ils sont vraiment des jumeaux identiques. Le genre, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors, ces hommes-là, ils ont commencé un moment à se faire entretenir. Ils étaient voisins avec un jeune homme qui vendait plutôt l'huile au poisson. Et ils ont commencé à se faire entretenir par les clientes. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils avaient une cliente, le genre de dame qui vient au marché à la fin du mois, faites-moi 15 kilos de viande. Les grosses clientes, là, ils vont au village, ils charment la dame. Et cette dame-là commence à l'entretenir. Alors, ils ont fait ça pendant des années. Le gars qui vendait le poisson à côté d'eux a aussi rejoint la gamme. Et ils ont commencé et ils vivaient de ça. Ça a dégénéré parce que tôt ou tard, ça va dégénérer. Ça a dégénéré un jour parce que il y a des gens qui cherchent qu'est-ce qui m'arrive et les foyers se sont brisés comme ça. Donc, parfois, vous voyez une femme, vous dites qu'elle est infidèle. Non, elle a été charmée. Parfois, ça arrive qu'elle soit charmée. De toute façon, on te met les produits, tu fais des incantations, comme il dit souvent là. Tu fais des incantations, il suffit que quand la personne vient, tu tends la main et tu salues la personne, c'est fini. Elle est directement sous ta coupe. Et j'ai connu aussi un autre monsieur comme ça, à la Cité Verte. Il vivait dans un appartement, il se faisait entretenir par des femmes qu'il charmait. Il ne payait pas des mines, pas le genre, on va dire, beau gosse comme les jumeaux, s'il était vraiment très beau, et même le vendeur de poissons très beau, très bel homme, pardon. Celui-ci vraiment, il était vraiment roglé. Mais quand tu vois les femmes qui débarquent chez lui, et comment elles supplient pour lui donner l'argent, tout le monde savait qu'il pratiquait. Donc, quand ça a dégénéré, ils ont été obligés de fuir le marché. Même le gars qui vendait le poisson a fui. Quand le retour a commencé, ils ont fui. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit beaucoup de foyers. Donc, mesdames, vraiment, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Quand vous allez faire le marché, là, hein, les femmes qui font les gros marchés, même si c'est le petit marché, il faut prier quand tu sors de chez toi. Couvre-toi dans le sang du Christ. Couvre ton mariage dans le sang du Christ. En espérant que les méchants, là, ne vont pas te détourner. La deuxième histoire est celle d'une bailleresse à Garoua. Je ne vais pas donner le quartier. Mais là-bas, je crois que c'est le quartier là où il y a l'usine de grainage du coton là. La dame là, quand tu habites chez elle, tu ne peux pas accoucher. Tu es enceinte, c'est la vie ou la mort. Alors j'ai une amie, vraiment, il ne faut pas forcer le mariage. Elle voulait tellement être mariée que elle était dans une relation où elle était vraiment pas à l'aise, mais elle voulait le mariage parce que quand on travaille, il faut que tu te maries à tout prix. Donc elle était dans une relation avec un gars de la Sourde Coton, un gars de la Sourde Coton. Et quand elle arrive dans cette maison-là, elle tombe enceinte. Le monsieur qui a même donné et fait vivre le monsieur qui partait et qui leur a donné l'appartement a dit au gars qu'il ne faut pas que ta femme tombe enceinte. Mais ça, il a caché à mon ami. Il ne faut pas qu'elle tombe enceinte dans cette maison parce qu'elle risque de mourir. Personne, aucune femme n'accouche dans la maison de la femme si on dit qu'elle a les serpents. Et cette fille dit que pendant qu'elle dormait souvent, elle sentait une présence. Elle est dans la maison, elle sent qu'elle n'est pas seule dans la maison. Au départ, la baillesse était gentille avec elle, mais quand elle a commencé à prier, la baillesse a commencé à lui faire les sales petits coups. C'est comme ça qu'elle a finalement, son utérus a éclaté. Hein. Elle mourait avec le bébé. Le bébé est finalement décédé. Donc aucune femme, la femme là où on égrène le coton à Garoua là-bas, elle a les maisons à louer là-bas. D'abord, les gens, dès que tu entres chez elle, on te siffle que pas vite. La femme, si c'est une sorcière, c'est elle qui a tué son mari. Donc voilà les choses. C'est pour ça qu'on demande de prier même dans les maisons avant d'habiter là. Parce que les gens ne sont pas bien. Commentez, likez, partagez. Bonne journée. Et cette amie aujourd'hui, elle ne peut plus accoucher. Hein. Elle a perdu son utérus pendant ça. Et la relation, elle a dû arrêter la relation. Parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle mourrait même pourquoi. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien.
Voilà, moi je fais cet audio depuis le Gabon, c'est dans la province du Haut-Ogooué, précisément à Franceville. Alors, déjà, depuis au moins, je t'écris sur WhatsApp, sur TikTok pour dire que j'arrive plus à suivre les directs. Je sais pas pourquoi. Le dimanche, je vais sur TikTok, j'essaie de regarder le direct, mais j'arrive pas parce que j'ai tellement d'histoires que j'ai vécues depuis près de 9 mois, oui. Et puis voilà, donc du coup, je voulais raconter, je vais commencer par une première histoire. D'abord, depuis décembre 2023, j'ai déménagé parce que j'étais en famille et puis j'ai décidé de vivre chez moi. Alors, j'ai pris chez nous on appelle studio, hein, chambre, salon, cuisine et tout à l'intérieur, c'est-à-dire un studio moderne. Voilà. Et alors là, j'ai aménagé. J'ai pris la maison le 14 décembre, mais je crois que j'y ai passé ma toute première nuit le 30, le 30 décembre, parce que l'objectif était que 2024 me trouve chez moi. Alors, un mois plus tard, quand j'ai aménagé dans la maison, j'ai fait un rêve. Non, c'était même pas vraiment un rêve, ça paraissait tellement réel. C'est-à-dire, c'était un samedi, j'ai dormi. Je me suis levée à 6 heures. Je me dis non, je dors encore un tout petit peu pour me lever à 7 heures, le temps de me laver. Et puis 8h30, je pars de la maison pour aller à la messe de 9 heures. Alors, le petit sommeil qui m'a encore pris le matin là, quand j'essaie de dormir, je suis dans le sommeil, je me suis sentie attaquée. C'est-à-dire, quand je sors du couloir, j'arrive à mon salon, je vois, ils ont pris toutes mes chaises, mon salon, ils ont balancé. Et moi, le réflexe que j'ai eu, comme j'ai une petite fille, j'ai fermé la porte du couloir à clé et puis je me suis mise avec eux au salon. C'était des gens, c'est-à-dire là, j'allais pratiquement de 5 à au moins 50 ans. Il y avait des jeunes hommes, il y avait des jeunes femmes, il y avait des enfants, tous étaient en train de m'attaquer. Donc, on s'est battu et moi, je protégeais seulement l'enfant. Donc, non seulement j'avais fermé la porte du couloir, donc j'étais là, je protégeais mon enfant. Je voulais pas qu'il entre au couloir pour avoir accès à la chambre. Donc, on s'est battu jusqu'à ce que je leur ai accompagné. Je leur ai dit, sortez de ma maison, j'ai ouvert la porte, je leur ai accompagné jusqu'à l'autre côté de la ruelle, l'autre côté de la route, et puis je leur ai dit, partez, ne revenez plus. Après, je me suis réveillée, mais je te jure, DMG, quand je me suis réveillée, ça paraissait tellement réel. Je suis allée à la messe ce jour-là, j'ai expliqué à un frère en Christ. J'ai appelé ma soeur, je lui ai expliqué. Ma soeur m'a dit non, c'est comme ça. Quand tu viens d'aménager dans une maison, dans un quartier, souvent on te visite. Comme elle aussi, elle était repartie chez son fiancé, le papa de sa fille. Après pratiquement 2 ans de séparation, elle me dit, même quand je suis revenue chez le papa de ma fille, j'ai constaté parfois que je dormais, j'étais en train de dormir et tu sens quelqu'un en train de te regarder. Donc c'est rien, ça va passer, il faut prier. Alors j'ai prié et puis c'est passé. Je n'ai plus jamais fait ce genre de rêve. Je n'ai plus jamais fait ce genre de rêve. Alors voilà, c'est tout comme histoire. Je vais raconter l'autre histoire que j'ai vécue au mois de juillet. Au mois de juillet, voilà, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue en début juillet, toujours dans cette maison. Plus tard. Allez, bonne journée DMG. Partagez, likez et puis voilà. Et DMG, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. En 2022, voilà. Donc ça date un peu. Ok, je commence. Je vis en Europe et une année, j'étais partie en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, pour des vacances. Et j'ai un ami de longue date qui a voulu m'inviter un dimanche à la plage, donc à Grand Bassam. Et il m'a dit que on ne sera pas seul parce que il y a son groupe d'amis aussi qui organisait une sortie. Donc il m'invitait au fait à leur sortie. Donc on était une petite dizaine de personnes. On s'est retrouvés directement à la plage, il y avait à manger, à boire, c'était vraiment bon enfant. Et moi, comme j'étais en vacances, donc j'observais beaucoup les gens qui passaient et tout, et j'ai vu des vendeurs ambulants. Et parmi ces vendeurs ambulants, il y avait un
spécialement qui a attiré mon attention. Il vendait des bijoux. Donc des bijoux faits à base de perles. Donc j'ai vu de loin, bon, je l'ai appelé. Et quand il s'est approché, j'ai commencé à regarder sa marchandise. Et j'ai vu un collier qui m'a vraiment plu. C'était un collier à base de perles. C'était noir, vraiment ça scintillait. Et au bout du collier, il y avait la croix, le crucifix. Donc je me suis dit, bon, je suis chrétienne, le collier me plaît, je peux bien le prendre parce que bon, voilà, c'est beau quoi, ça brillait bien et tout. Et ben, lorsque j'étais en train de demander le prix, il y a quelqu'un parmi le groupe d'amis de mon ami, il a une de ses amies à lui, moi je ne le connais pas, c'était la première fois même que je le voyais. Il m'a dit de ne pas acheter, de ne rien acheter à la plage là, de ne pas acheter des choses avec des vendeurs ambulants, que c'est dangereux. Donc quand il a dit ça, le vendeur, lui, s'est fâché. Donc moi aussi, je ne comprenais pas. Vous voyez, en ce moment-là aussi, là, je n'écoutais pas les histoires de DMG. Vraiment, j'étais tellement naïve au fait. Donc moi, je ne comprenais pas. Mais bon, je me suis dit, ah, bon, bizarrement, j'ai pas résisté. J'ai pas discuté même. J'ai arrêté la négociation. J'ai plus acheté le collier. Donc le vendeur s'est fâché, il est parti. Et après, le gars, il m'a dit, oui, faut pas prendre l'habitude d'acheter des choses comme ça avec des vendeurs ambulants, surtout ici à la plage, c'est dangereux. Il n'a pas vraiment développé le truc, vous voyez. Mais avec le temps, et en écoutant vraiment toutes les histoires ici, je me rends compte qu'il m'a peut-être épargné de quelque chose. Parce que un collier que j'allais prendre, mettre sur moi, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, en fait. Je ne sais pas quel esprit qui accompagne ce collier, vous voyez. Donc, vraiment, c'est pour vous sensibiliser de ne pas acheter les choses comme ça à la sauvette, chez les vendeurs à la sauvette, surtout les bijoux. Tout ce qui est collier, tout ce qui est fait artistiquement, vous voyez les perles, les choses comme ça. On ne sait pas, excusez-moi, j'ai mal à la gauche, on ne sait pas avec quoi il fabrique et à quelle divinité il consacre ces bijoux-là avant de nous les vendre. Donc, c'est mieux d'acheter dans des boutiques, au fait. Là, au cas de problème, vous pouvez retrouver le vendeur. Parce que dans mon cas, si j'avais acheté ce collier-là, le gars, il a fini de me vendre. Il avait mis un truc sur le collier, mais je n'allais jamais le retrouver. Donc, voilà, c'était ma petite histoire, juste pour sensibiliser. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonjour DMG, bonsoir la communauté DMG et bonjour la communauté DMG, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis de nationalité gabonaise, née au Gabon, grandi au Gabon et vivant au Gabon. C'est la première fois que je monte sur ce panel par l'occasion de ma note vocale, raconter une histoire. J'en ai plusieurs, mais je vais d'abord vous raconter cela parce que c'est l'histoire de mes années collège. Je vais demander à ce qu'on like, on partage, on commente. Tout simplement parce que c'est grâce au partage qu'aujourd'hui, j'ai eu cette possibilité d'écouter les histoires de DMG et puis de pouvoir venir raconter la mienne. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, likez, partagez, commentez parce que c'est nécessaire et c'est très important. Ça permet en sorte que certaines vies soient sauvées en fait. Le concept DMG vraiment sauve des vies. Ça édifie et ça fait en sorte que beaucoup de gens se ressaisissent sur leur manière de vivre ou encore de se comporter. Bref, je vais aller dans le vif du sujet. À ma naissance, quand je suis née, mon père aurait souhaité que je sois un homme et non une femme. Et je suis déjà des années 80, je vais d'abord signifier cela. Je suis des années 80, j'ai 38 ans. Donc, papa voulait que je sois un garçon, mais malheureusement, Dieu ne l'a pas permis. Je suis arrivée une femme. Quand je dis malheureusement, c'est
pour lui, papa, qui aurait souhaité que je sois un homme. Et après ma naissance, papa a dit, bon, car cela ne tienne. Vu qu'elle est venue femme, je ne vais pas refuser, je vais continuer le processus. Donc, je vais continuer le rituel que j'avais préparé pour l'enfant garçon et je vais le faire avec elle. Et chez nous ici au Gabon, pour les Gabonais qui m'écoutent, à l'époque des années 80, parce que je m'accentue sur les années 80, c'est parce que c'est l'année à laquelle je suis née. Donc, du coup, je vais m'accentuer là-dessus. À l'époque des années 80, quand une femme mettait au monde, peu importe le sexe de l'enfant, la femme avait le droit de rester dans la maison pendant 1 mois. Et après les 1 mois, on devait effectuer la sortie de l'enfant. Et puis ça devait être une petite cérémonie où on devait partager des accolations, prendre un pot et puis manger un petit truc. Donc, maman, après m'avoir accouchée, elle m'a gardée dans la maison pendant 1 mois. Et après les 1 mois, ma grand-mère, elle n'était pas là. Elle est arrivée à cause de ma cérémonie parce qu'on devait me faire sortir de la maison. Donc, du coup, en venant, elle a demandé à ce que on achète une bassine toute blanche et elle avait apporté les écorces et les feuilles. Et puis, je ne sais pas, ils ont préparé la bassine et tout. Donc, elle a demandé à papa que avant à 5h30, il faudrait que nous soyons déjà dehors avec la petite pour lui présenter. Donc, 5h30 là, ils sont sortis avec moi et ils sont venus devant la porte, au seuil de la porte. Ils m'ont déshabillé complètement nu, bébé que j'étais, et ils ont commencé à me laver. Donc la grand-mère m'a lavé, elle a proféré des paroles de bénédiction, de malédiction en disant celui qui va atteindre ma vie, nanani, nanana, ne verra pas le jour, nanani, nanana, des trucs comme ça en fait. Les paroles de protection, si je peux dire ça ainsi, selon la tradition en fait. Donc c'est comme ça qu'ils ont parlé. Et au fur et à mesure, le jour s'est levé. Donc à l'aurore, ils m'ont soulevé, ils m'ont présenté à, je ne sais pas si je peux dire ça, la lune ou bien le lever du jour ou quoi, je ne sais pas trop. Donc ils m'ont présenté là-bas. La personne, quand ma grand-mère a terminé de me laver, elle m'a remis à mon père. Donc, elle m'a lavé. Ma mère est venue me laver. Mon père m'a lavé. Après, ma grand-mère a remis l'enfant à mon papa et elle a demandé à mon papa de me présenter devant, je ne sais pas si c'est le lever du jour ou comment, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, on m'a tendu sur le dos parce que j'étais sur le dos. Tout mon corps regardait vers le haut et une main tenait la tête, l'autre main tenait les pieds et puis on m'a soulevé devant la porte, on m'a présenté. Donc j'ai oublié un détail, avant même qu'on ne puisse me laver et me présenter comme ça, parce que quand on me présentait, le soleil, le jour apparaissait, donc le lever du jour au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que, avant même, mon cordon ombilical, parce que à l'époque, ma maman pouvait me dire, le cordon ombilical était, on nous attachait ça avec le fil qu'on tresse ou bien le fil qu'on couche, je ne sais pas trop. Donc à la naissance, on a attaché. Donc, quand c'est tombé, l'autre morceau, l'autre bout là, ils ont amené ça. Comme nous, dans le côté paternel, il y a un arbre géologique, donc où il y a tous les enfants de la famille depuis Kala veut dire en jargon gabonais, avant, tout le monde est enterré là en dessous. Donc, du coup, on a pris aussi le mien, on a amené là-bas. Mais c'est un rituel qu'on doit faire pour enterrer le cordon là, sous l'arbre là. Donc, bref, ils sont venus, ils m'ont lavé. L'enfant est sorti. Il y a eu une petite accolation. Et puis, il y a eu des petits... C'est tellement ils ont mangé. Et puis, terminé. Et quand j'ai grandi,
j'ai eu mes 15 ans, j'étais vraiment, sans vous cacher, une petite qui attirait. Au point où les hommes venaient chez ma maman pour demander ma main. À 15 ans, on commençait à me demander en mariage. Maman a dit non, moi je ne peux pas donner ma fille en mariage. Elle est très petite, je ne peux pas lui donner en mariage. Et comme ici au Gabon, la loi de mineurs est très, 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 très dangereuse. Ici, ils respectent vraiment la loi. La loi des mineurs. Alors là, tu touches un enfant de moins de 15 ans, sauf si les parents sont complices avec le fait qu'une personne âgée ait touché leur enfant. Mais si les parents ne sont pas complices, alors là, tu fais la tôle. Voilà. Ici, c'est à partir de 18 ans que l'enfant a le droit de... Voilà. C'était un peu ça. Donc, c'est comme ça que 15 ans, il y a des gens qui venaient. D'autres disaient non. Bon, on peut déjà noter comme ça quand elle aurait 18 ans, on vient chercher. Maman a dit non, peut-être c'est pas son destin. Pardon, non. Laissez-moi l'enfant. Et moi, j'ai grandi. Donc, la communauté d'MG, vraiment, j'étais une petite parmi les... Si nous sommes 20, 30, 40, moi, j'étais la plus vraiment appréciée. Je faisais partie des 3 premiers. Donc, j'ai grandi comme ça avec ces rayons de soleil, avec cette brillance-là, avec l'aimant-là qui attirait en fait. Et c'est comme ça que quand j'ai atteint mes 18 ans, j'apprenais au lycée Mbélé, à Nzanyon. Pour ceux qui sont de Libreville, qui connaissent Mbélé, ils vont s'en souvenir. Et Mbélé à l'époque, il n'y avait pas le second cycle, il y avait juste le premier cycle, donc de la 6e en 3e, au rond-point de Nzanyon, en face du lycée de Nzanyon. Et j'habitais à la cité Mébiam chez ma tante, la petite sœur de ma mère, donc j'habitais à la cité Mébiam. Et pour aller à l'école, il fallait que, pour ceux qui connaissent la cité Mébiam et qui connaissent Libreville, quand tu es à la cité Mébiam, si tu veux prendre des taxis pour aller en Nzanyon, tu vas devoir traverser de l'autre voie, soit passer par le pont ou aller sous l'échangeur. À l'époque, il n'y en avait pas encore la route de la Caisse qu'on a déjà déblayée là. Donc, tout le monde passait par la petite piste de la Caisse, par le pont ou en défaut sous l'échangeur. Et moi, je passais souvent sur l'échangeur. C'est vrai que c'est dangereux parce que c'est la voie express, mais souvent, je passais souvent là-bas. Et un matin, je vais à l'école, je suis là debout comme ça, je vois une grosse voiture qui s'arrête, une grosse voiture qui s'arrête, une très belle voiture. C'était un Prado vite fumé. Et c'est comme ça qu'une fois à mon niveau, le conducteur descend la vitre. Bon, il me salue, bonjour mademoiselle, je dis bonjour monsieur, s'il vous plaît, on peut vous devancer, vous allez où? Je dis non, merci, c'est gentil. Il n'a pas insisté, il a démarré, il est parti. Je suis allée à l'école, je suis revenue. Le lendemain, je repars au même endroit pour attendre, puisque c'était l'endroit habituel où j'ai attendu le taxi. Donc, je suis là au même endroit. Voilà comment une autre voiture arrive. Mais celle-là, elle était basse, sport. Les vitres n'étaient pas fumées. Quand ça arrive à mon niveau, le conducteur descend la vitre. Il me resalue. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je vous dépose. Je regarde comme ça, je dis oh. Dans mon cœur, je parle, je dis oh. Mais ça, c'est pas le gardien là. Après, je dis ah. Le transport en Ngori, moi, ça va me faire quoi? Moi, je prends mon transport, qu'il y a quoi même? Donc, Ngori, chez nous, au Gabon, veut dire cadeau. Donc, je dis ah. En Nzanyon, pour rentrer dans Nzanyon, quand tu sors très tôt, tu pouvais prendre 500. Si c'est un peu tard, quand je dis tard, c'est que quand beaucoup de monde sont dehors, on discute les taxis, c'est 1000 francs. Et là, il y a quelqu'un qui me prend en Ngori. Comment je vais refuser? Je dis non, moi, donc je go. Ça veut dire je pars. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit ok. Et je suis montée devant. Mais dans la voiture, il y avait un monsieur derrière assis. Calme, il ne parlait pas. Un monsieur vraiment, un papy bien là, tranquille. Ils m'ont amené à Nzanyon. Ils m'ont déposé au lycée. Ils ont tourné. Ils sont partis. Et c'était comme ça chaque jour, à la même heure. Les mêmes gens, les mêmes personnes venaient me chercher, me déposer à l'école. Mais sauf que
Celui qui parlait avec moi, qui essayait un peu de me poser des questions, c'était le chauffeur. Mais celui de l'arrière, il ne disait mot. Il était là, calme, posé en fait. Et comme c'était un homme d'âge mûr, donc moi je respectais un peu son âge en fait. Donc je papotais un peu trop avec celui qui était devant. Et c'est comme ça que ça a duré pendant 4 mois. C'est à la fin du 4e mois que maintenant, un jour, ils viennent, ils me prennent, comme d'habitude. On m'amène au lycée. En arrivant devant le lycée, celui du derrière m'adresse la parole. Et bon, avant d'arriver même au lycée, il a commencé à me demander mon prénom, que depuis 4 mois, on se transporte. C'est quoi ton prénom? C'est comme ça que celui qui est devant a dit, oh, mais elle avait dit qu'elle s'est pronommée... bon, je vais dire quoi? Que moi, c'est Nathalie, voilà. Elle s'est pronommée Nathalie, non? Ah, Nathalie, oui. Après, il a demandé à ce qu'on échange. Nous nous sommes échangés. Non, il avait demandé à ce qu'on échange. Je leur ai dit que je n'ai pas de téléphone. Je n'en ai pas. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Et c'est comme ça que le lendemain encore, quand ils viennent me chercher au même endroit, c'est comme ça qu'ils m'amènent la tête du cellier. Nous, ici au Gabon, on appelle ça la tête du cellier. Le One Touch, Motorola One Touch. Voilà. Il m'a amené ça avec une SIM déjà activée. À l'époque, c'était le 75. Donc, il me dit, bon, je t'offre ce téléphone parce que à chaque fois que j'aurai envie de te parler, nanani, nanana, donc je vais passer par ce téléphone. Et c'était un papy, moi-même, 18 ans. Le gars pouvait même avoir la cinquantaine. Franchement, un papy, mais posé, frais, qui sentait bon. Je sentais que le papy avait la tuine, il avait le dos. Donc, j'ai dit, ok, dans mon cœur, dit, aïe, c'est le genre-là que moi j'ai une holographe, c'est le genre-là que j'aime. Seigneur, quelle grâce! Parce que, à l'époque, moi, je n'aimais pas les jeunes. En fait, les jeunes de ma génération, non, j'avais horreur de jeunes parce que du coup, je me disais que le jeune, lui, il est collant. Non seulement il est collant et il ne te donne rien. Donc, du coup, moi, je n'étais pas dans les jeunes. Quand un jeune me drague, je dis que pardon, moi, c'est des papis, moi, c'est des boss. Tu es jeune, mon frère, passe ta route. Toi, on te paie encore le cahier, on te paie encore les bics, le stylo, on t'envoie à l'école, on te donne l'argent du taxi chaque matin. Moi, je fais quoi avec tout? Moi, je cherche celui qui va m'assumer. Donc, du coup, les jeunes, là, c'était pas mon truc, en fait. C'était même pas mon truc. Je les calculais même pas et puis je les voulais même pas. Donc, je tombe sur un papy qui sent bon comme ça, qui a la tuine. Oh, quand tu regardes le papy comme ça, toi-même, tu sens que non, là, le papy, là, il est Bacchus. Donc, il a le dos. C'est comme ça que il me donne le téléphone. On a roulé comme ça peut-être pendant 6 mois. Vers quand j'ai pris j'étais proche d'aller en vacances de Pâques. Je suis allée habiter à Bambouchine chez le petit frère de mon père. Donc, je suis allée vivre là-bas. Et il m'a appelé. Je lui ai dit non, je ne suis plus à la cité. Je suis déjà à Bambouchine chez le petit frère de papa. Et à Bambouchine, c'était une cour commune. Donc, il y avait tout le monde là, les tantes, les nananis, les nananas. Tout le monde était là, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il me dit non, je peux venir chez ton père te rendre visite. J'ai dit non, moi, ça ne me dérange pas, mais je vais d'abord en parler avec le boss. Et c'est comme ça que j'ai dit, papa, non, je connais un monsieur, ça fait tant de mois, on se fréquente, mais sauf que c'est pas encore un ami parce qu'il n'y a rien eu. Mais il a envie de venir te voir. Le boss dit, oh, mais il n'y a pas de problème. Et le gars, je fais part au gars que non, le boss, c'est tranquille, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc quand le monsieur arrive, oh, purée de patate. Il avait une enveloppe kaki, peut-être il y avait même un bâton dedans, quoi. Peut-être il y avait un bâton dedans. Quand il arrive comme ça, là, mais il farote tout le monde. Il farote tout le monde. Excusez-moi de l'expression, mais nous, la famille africaine aime des choses comme ça. Quand je dis l'expression famille africaine, je ne voudrais pas qu'on dise que les Africains, non. Nous, en Afrique, surtout au Gabon, quoi. Quand toi, tu as le fafio, tu as le pognon. Quand tu viens, tu farotes comme ça, tout le monde, on est naze de toi. Quand on dit que ça, c'est le beau de la gloire. Donc, du coup,
Quand il est venu la faroter comme ça, là, en partant, il dit c'est ma papa, tiens, demain, tu prends un petit déjeuner. C'est 50 000 qu'il lâche au boss. Oh, alors là, 50 000, tu t'attendais même pas à voir ça. Tu n'as même pas OK quelque part. Tu n'as même pas travaillé quelque part, quoi. On te falque ça comme ça, là. Je sens que, oh, le boss est content. Il dit, oh, mon fils, oui. Le gars bouge. Mais je vous assure, hein, communauté, tout le temps, là, on a fait 1 an sans job, sans faire le wake, en fait. Sans qu'il me touche, il me fait un truc. Non, même pas câlin. Il ne parlait même pas de ça. À chaque fois qu'il venait à la maison, c'était toujours le farotage. Il dépensait. Et parfois, tu sais, dans chaque cours, il y a toujours des enfants qu'on envoie. Oh, va acheter la boisson, va. Et quand le petit revient comme ça, là, non. La monnaie, là, il demande au petit, non, bébé, tu peux prendre. Et moi, quand il me dit au revoir comme ça, il me laisse quelque chose. Les parents disent, tu as trouvé, oh, maman, tu as trouvé. Et bouge plus, reste déjà que là, tu as trouvé. Moi aussi, j'ai dit, aïe, ça c'est la chance, quoi. Ah, c'est vraiment la chance. Et c'est comme ça que ça tournait comme ça, il ne me demandait rien. On va au resto, on va manger. Il ne me demande rien du genre qu'on dit quoi, on fait comment. Rien du tout. Moi aussi, je suis restée là, dit que, ah, tant qu'il me donne. Donc, dans ma tête, je me suis dit que le boy, peut-être, il est mort là-bas. Le boy, peut-être en bas là-bas, ça ne donne pas. Donc, du coup, moi, je dis, je ne force pas. Ne force pas. Si ça ne donne pas, c'est une grâce pour moi parce qu'il n'y a pas de boulot là. Je vais seulement chopper les dos. Je vais seulement manger l'argent. Le reste là, ça ne me regarde plus. On a roulé comme ça pendant presque 6 mois, 7 mois. Ce 7e mois là. Un jour, il me dit, il veut manger le bouillon de poisson. Il m'a donné 50 000 que j'aille faire les courses. Juste acheter le poisson. Hein. C'est vrai que Libreville et le Gabon, c'est le poisson pour Toulouse. Le poisson est grave. Il y a beaucoup de poissons ici. Donc, du coup, 50 000, hein? Je suis partie seulement à mon boîtier pour le poisson, les 10 000, les têtes de poisson. Parce que lui, il mangeait que les têtes de gros poissons, les balèzes poissons là. Donc, du coup, je suis allée acheter, je fais le bouillon. Quand il arrive, il mange sa table avec le boss. Après, il a envie de se reposer parce que c'était midi. Comme il m'a dit, d'habitude, quand lui mange à midi, il a toujours envie de se reposer. Ah! Il me dit, tu dors dans quelle chambre? Ta pièce, elle est rouge parce que je veux me reposer. J'ai dit, bon, ma pièce est là. Je suis allée dire à ma tante, t'as dit, arrange le lit. Va vite, arrange le lit. Tu n'as qu'un problème. L'homme de cuir a déjà mangé. Il veut se reposer. Arrange le lit. Je suis partie, j'ai fait le lit. Ouh. Ventilateur qui a un pied cassé là, qui tourne. J'ai dit, ah, la vieille, le ventilateur, c'est un pied. Elle me dit que non, va dans ma chambre. Tu prends mon ventilateur, tu viens, tu mets. Et j'ai apprêté, j'ai mis le ventilateur. Quand je viens, je dis, chérie, j'ai terminé de faire le lit. Elle dit, ok, d'accord. Le gars est parti. Il était gracieux, gros. Il s'est allongé, il a mis le ventilateur sur lui. Mais apparemment, le ventilateur ne donnait pas parce qu'il ne ressentait pas la fraîcheur. Il n'a même pas pu se reposer assez parce qu'il a fait 30 minutes. On n'était même pas dans la même chambre. C'est même pas du genre qu'il se repose. Moi, je suis là, on papote. Non, moi, je suis au salon. Lui, il est en train de se reposer. Il n'avait pas fait même 15 minutes. Même 30 minutes, c'est trop. 15 minutes peut-être. Il s'est levé. Il m'a appelé. Je suis allée vers lui. Il me dit, bon, c'est bon, je veux partir. Pendant ce temps, son chauffeur était là. Il attendait tout ça. Et puis, il est parti. Et ils sont partis. Je leur accompagnais. Il me dit, tu as besoin de quelque chose, il y a quelque chose qui va. Je dis, ben non, ça va. Il dit non. Il m'a donné, il a plié l'enveloppe, il m'a donné. Quand il tourne comme ça, quand j'ouvre l'enveloppe, 100 000, j'ai une purée de patates. 100 colos à l'heure là. Hey, maman, j'ai seulement pris 100 000. J'ai serré ça dans le jean sans que les parents ne sachent. Et à chaque fois qu'il venait à la maison, les petits discutaient maintenant. Qui va acheter la boisson? Tout le monde s'agite, discute pour discuter des bouteilles parce que là, c'est lui qui va acheter la boisson, il a l'argent. Et le lendemain, quand il arrive, moi je ne l'attendais pas le lendemain, il vient, c'était même pas lui, c'est la voiture qui rentre dans la cour des parents. Quand la voiture arrive, je dis, oh, je vais appeler ce dernier
Nicolas, voilà. Nicolas, la voiture rentre, je dis, ah, Nicolas arrive. Mais je n'avais pas rendez-vous avec lui et puis il ne m'a même pas appelé. Quand la voiture rentre, je sors, c'est le chauffeur, il n'est pas là. Il me dit, non, monsieur m'a envoyé avec un colis pour toi. Il ouvre la main arrière sur le split avec tout. Oh, viens placer le split dans ta chambre. Ah, Ngara. Dans ma chambre, oui. Je dis, ah, ma tante dit, wow, maman, tu as trouvé. Tu as trouvé ma fille. Ça, c'est pour toi, tu ne bouges plus. Moi-même, je dis, oh, je vais bouger, je vais encore partir, oh mon Dieu. Là, Dieu m'a fait tomber un seigneur de la terre pour moi. Je vais le laisser. Ouf. Donc, mais moi, j'étais là. Ça ne me dérangeait pas. Ils ont mis le split. Quelques temps après, il me dit, bon chérie, on va aller en week-end. On peut aller en week-end, non? J'ai dit oui. Mais il y a une ville au Gabon. C'est une ville touristique où les gens qui veulent aller en week-end vont de temps en temps. Il m'a dit, bon, tu as des glacières. J'avais une petite glacière, peut-être des 10 kilos. Il m'a dit, non, celle-là, elle est petite. Tu vas aller acheter les glacières. Il m'a remis l'argent, je suis allée acheter les glacières, 2 glacières comme ça. Il m'a dit, oui, les grandes glacières, tu les achètes, ok? J'ai dit, oui, j'ai acheté les glacières. Il m'a dit, bon, on ira en week-end. On va aller dans telle ville en week-end. Mais tu sais que là-bas, quand on part, il faut des grandes glacières parce qu'il y a du poisson là-bas, la carpe. Et la ville là, il y a la carpe, le poisson. Donc tu reviens avec tout type de poisson. Je dis d'accord. J'ai acheté des glacières. Je suis venue. Et je dis à ma cousine, bon, je vais appeler ma cousine là, comment? Davila, voilà. J'ai dit, bon, Davila, on va, tu peux m'accompagner en week-end parce que il y a Nicolas qui me demande à ce que on aille en week-end. Davila dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner. Elle est contente. Un week-end avec Nicolas, mais c'est un week-end aux anges. Elle dit, d'accord, nous irons. Et c'est comme ça que le jour J, avant le séjour, je l'appelle, je dis, bon, Nicolas, on ira avec Davila, elle va me tenir compagnie. Il a dit, non, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Donc, son chauffeur, Davila, Nicolas et moi, nous nous sommes embarqués. Là, chez nous, là, on a fait monter les glacières dans la voiture, nous sommes partis en week-end. Et là, tout le long du chemin, quand on s'arrête dans un village, on descend. On boit le vin de palme, on mange les brochettes parce qu'il y a une ville sur le chemin de la ville à laquelle nous partions. On vend les brochettes des langoustes, voilà, les brochettes des langoustes, donc, et puis les verres à soie. Et comme je raffole des verres à soie, donc tout le long on s'arrête, on mange, on boit du vin de palme, on démarre. Et ensuite on arrive à une grande ville, devant, il y a un grand contrôle et il y a un grand carrefour. Et le carrefour là, il y a un marché qui s'agite un peu. On vend de la nourriture. Nous sommes arrêtés là, nous avons mangé le dernier repas de midi là. On a continué le chemin. On prend maintenant l'allée de la ville, la province. C'est même une province parce qu'on quitte de la province d'Est pour une autre province. Donc quand on arrive à cette province-là maintenant, l'entrée de cette province, et c'est comme ça que on arrive au dernier contrôle pour aller là-bas, on traverse le contrôle. Je commence à avoir froid. J'ai commencé à dire, je me plains de la fraîcheur, j'ai froid. Et c'est comme ça que on me demande, tu as froid comment? Je dis, j'ai froid, je ne sais pas. Il demande au chauffeur d'arrêter le clim. Arrête la climatisation, certainement c'est à cause de ça. Or, je commence à grelotter, la fièvre. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai froid, je chauffe. Davila me dit, oh, Yaya, c'est comment? Tu as quel problème? Parce que Davila et moi, nous avions, à l'époque, on a le même âge, mais je suis la grande soeur de moi. Voilà. Yaya, tu as quel problème? Je dis, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. J'ai glotté, je ne me sens pas bien.
Il me touche comme ça, il dit, oh, mais chérie, effectivement, tu chauffes là. Il dit, non, c'est pas grave, on va arriver. Et quand on arrive à l'entrée de la ville, il y a un grand pont. On traverse le pont, non, les articulations, le corps, j'ai mal partout. Oh là là, je n'arrive plus à parler parce que la bouche pèse. J'ai grelotte. On arrive à la pharmacie. Il s'arrête, nous arrêtons à la pharmacie. Il explique. On dit non, mais peut-être c'est ce qu'elle a mangé. Puisqu'il a expliqué qu'on a mangé, on a bu le long du voyage, du tronçon en fait, de la route. Ils ont dit non, prends un déparasitant, un antalgique et puis un antibiotique, ça va faire l'affaire. Elle part, elle boit, elle mange d'abord, elle boit et puis elle se repose. Peut-être elle fait le mal du voyage aussi. Quand on arrive comme ça là, notre hôtel était déjà réservé. Donc on avait déjà réservé l'hôtel. Mais sauf que le chauffeur et Davila, en chemin, ils se sont dragués les uns là-bas. Et puis c'est devenu un couple là-bas. Donc, eux, ils n'avaient pas fait la réservation. Ils n'avaient pas réservé leur chambre. C'est comme ça que quand on arrive à notre hôtel, après avoir pris les médicaments en pharmacie, il me demande de se reposer. Il demande s'il n'y a pas une autre chambre de libre. On dit non, c'est le week-end. Ici, le week-end, les chambres sont toujours saturées. Monsieur, vous savez que vous êtes un habitué de l'hôtel. Donc, ici, le week-end, les réservations se font avant. Mais on ne peut pas venir du coup comme ça. On trouve des chambres libres. Surtout l'hôtel là. Et l'hôtel là, il y a un grand lac à l'intérieur dans l'hôtel. Un grand lac. Mais bien aménagé. Le lac est beau, bien aménagé. C'est comme ça que il dit d'accord. Il me dit chérie, ça va? Je dis non, là ça va pas. Et en pharmacie, on avait aussi pris le thermomètre. Donc quand je pris la température 40 degrés, oh, c'est pas sérieux. Repose-toi. J'ai pris les médicaments sans même manger, hein, tout ce que j'avais déjà mangé tout le long du chemin. Donc j'ai pris le médicament, je buvais et je me suis reposée. Il a dit bon, nous on repart au marché. On va aller chercher de quoi manger pour l'après-midi. Et puis, moi, je vais prendre un café, je vais prendre un thé. Puisque l'hôtel, il y a aussi un restaurant. Mais il ne voulait pas être à l'hôtel, en fait. Il voulait aller vers le marché parce que là-bas, ça vit un peu, ça chauffe, ça vit. Donc, il a dit, je vais aller. Ok, d'accord. Moi, je suis restée à me reposer. Ils sont allés les trois parce qu'ils devaient chercher la chambre pour les autres dans un autre hôtel. Ils sont allés, ils ont trouvé la chambre, ils m'ont même appelé. Non, on a trouvé la chambre, c'est tranquille. D'accord, David Lacan, sois sage. Oh non, tranquille, Yaya, c'est bon, c'est tranquille. Donc moi, je dormis. Je dors. Quand il a terminé là-bas, c'est lui qui rentre. Quand il rentre, j'entends la clé, clac, clac. C'est ce qui me réveille. Quand je me réveille, il dort, il vient, il se déshabille. Il rentre sous les draps, il vient me trouver là-bas. Donc moi, j'avais le dos. J'avais le visage vers le mur, donc le dos vers la porte. Il vient, il me serre. Donc, avec ma température, je chauffe. Donc, il me dit, waouh, tu chauffes. Je dis, il commence à me faire les bisous au cou, au front. Il m'embrasse un peu de partout. Donc, et puis, il me serre en fait. Il est en casif, il me serre. C'est comme ça que je lui dis, s'il te plaît, je me sens pas bien, arrête. Je lui pousse du coude. Non, arrête, je me sens pas bien. Il me dit, tu as déjà fait la chose étant malade. Donc, il m'a titillé un peu. Je lui dis, oh, laisse-moi, je suis malade. Il dit, non, c'est intéressant. Hein? Déjà, avec la chaleur, là, tu vois ce que ça donne, c'est intéressant. Je lui dis, non, laisse-moi. Donc, il me titille un peu. Après, je lui dis, non, je me sens pas bien, je suis malade. Il dit, oui, c'est vrai, tu chauffes vraiment. Repose-toi. On a tout le temps, on est pour le week-end. Le week-end, on rentre dimanche soir, donc on n'a pas à se presser. Repose-toi. Je vais prendre une douche. Et quand il m'a touché là, il était sérieux, il m'a caressé, il m'a touché. Donc, le gars s'est tendu. Donc, il s'est mis là-bas à 12h30. Il s'est tendu. Donc, moi, je dis, ah, il se lève, il part à la douche. Les amis, je ne sais pas où. Quand je me lève comme ça. Donc, avec ces paroles, comment il disait que tu as déjà machin avec la maladie, tu as déjà essayé machin et tout. Donc, ça m'a donné un peu des pulsions en fait.
Donc moi, je me lève pour dire que bon, je vais un peu aller jouer de la romance sous la douche. Parce que voir un peu ce que ça donne, peut-être si l'eau coule et puis on est sous la douche, ça va un peu me faire baisser la température. Je me lève, je vous assure les amis, oh Jésus, je me lève par les pointes de pied. À chaque fois que j'ai toujours raconté cette histoire, j'ai toujours eu des frissons. Même là où je frissonne, j'ai marché sous les pointes des pieds. Ça, c'est dur. J'ai marché sur les talons, En fait, je voulais le surprendre. Donc, il n'avait pas encore coulé son bain. Il était devant le bidet en train de uriner. Moi, je voulais aller l'attraper par le cou, par les épaules, pas le cou, par les épaules, le teddy, le serrer fort contre moi. Et puis, qui se retourne, et puis, enfin. Mais c'est... Dieu m'a dit, j'ai marché sur les pointes de pied, c'était pour lui faire une surprise. J'entends comment le gars fait. Comme quelqu'un qui pousse quelque chose, en fait. Bon, à un moment donné, je me suis dit que peut-être il se masturbe. Et après, je me suis retenue un peu. Je dis, qu'est-ce que le gars a fait? Et au point d'éjaculer, ça avait la main comme ça. Je marche sur les pointes des pieds. Je marche sur les pointes des pieds. Je pars. Quand je look, les asticots qui sortaient du pénis. Purée de patates. J'ai eu la tremblante. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis revenue par l'arrière avec les talons sur la pointe de pied. Je suis rentrée dans le drap. J'ai fermé mon visage, j'ai couvert ma tête du drap. Il n'a pas su que j'étais à la douche, j'avais suivi le geste. J'étais au seuil de la porte, j'étais à 2 doigts de rentrer, aller le toucher. C'est la manière qui poussait là, qui m'a retenu. Et je voulais voir s'il s'est lâché avec ses mains. Mais je me rends compte que c'est les asticots. Hey Seigneur Jésus. Pas les petits asticots, les asticots du cadavre d'un animal. Tu as vu quand l'animal est décédé, l'asticot, je suis rentrée sous le drap. Je commence à pleurer sous le drap. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il entend comment je pleure. Il a fini de faire ses trucs là-bas quand il revient. Et qu'est-ce qu'il a, bébé? Qu'est-ce qu'il a? Tu pleures? Quand il me touche, il dit c'est quoi? Donc quand il me touche, j'ai des frissons, je tremble, je pleure, je coule les larmes. La tension est montée. Quand il me touche, je brûle. Il dit, oh père, mais finalement tu es sérieuse, ma malade, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré. Chérie! Quand il pose la main sur moi pour me dire, chérie, mais qu'est-ce... Mon père. Il dit, c'est quoi? Il a pris le téléphone, il a appelé ma soeur Davila. Davila, oui, venez d'abord. Le chauffeur et Davila sont arrivés. On va l'amener à l'hôpital. Ça ne va pas. J'ai grillotté. Quand David arrive, je pleure. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, bon Dieu. Oh, je suis restée comme ça. Les gens de l'hôtel ont même dit que, oh, ça c'est quelle histoire. On est sorti avec moi jusqu'à l'hôpital. Parce que la ville a 2 hôpitaux. Donc, on m'a amené l'hôpital le plus reconnu. On m'a mis sous perfusion. Quand il n'est pas là, il sort de la salle. Qu'est-ce qui se passe? Il demande, non, elle fait la fièvre. C'est sûr qu'elle est en train de faire une éclampsie. J'ai dit, même le palu qui est... le néopalu, voilà. Elle est en train de faire un néopalu. C'est sûr que c'est un néopalu. Avec les médecins, ils m'ont injecté. Ils m'ont mis les tranquillisants, les calmants. Je tremble.
Et quand il est dehors, je suis allée. Quand il vient, en fait, j'étais stressée, un stress qui ne dit pas son nom. Tout le séjour de week-end, je suis restée là, à l'hôpital. Dimanche matin, vers les 9h, quand ma perfusion est terminée, la voiture est venue me chercher depuis l'hôpital. Donc les courses, ils ont acheté les choses, ils ont fait les courses, tout ça, c'était pas mon problème. Mon problème, c'était que je rentre. Oh yo yo, qui m'envoie yo, qui m'envoie yo, je pleure. Ma soeur vient, David me dit non, ça va aller, calme-toi, ça va aller, tu vas guérir, c'est bon, c'est ce que tu as fait un néopalus, c'est ce que les médecins ont dit. On m'a injecté là-bas, c'est pas mon problème dans mon cœur, c'est qu'il ramenait moi chez mes parents. Je parlais ça qui est dans le cœur, Le gars aussi ne sait pas ce qu'il sait. Il n'a pas su que moi j'ai su que. Voilà le problème. Après ma perfusion, je ne sais même plus à quelle heure on a démarré. Plus d'arrêt, plus de stop. Libreville. Quand on arrive à Libreville chez les parents, on fait descendre les glacières. Il parle avec mon père, non, on est en week-end, mais je sais pas, Nathalie a eu un malaise là-bas, elle a commencé à faire la fièvre, la tension est montée. Oui, j'avais monté la tension est montée, donc là, vraiment, le médecin a dit qu'elle va être au repos, comme c'est dimanche aujourd'hui, demain très tôt, je vais venir lui chercher pour aller en clinique. Moi, chercher qui moi? Mon père dit oui. Papa, tiens, bon, tu gardes ça là-bas. Il a donné 200 000, ça là, c'est en cas de besoin. Mais demain, moi-même, je vais venir avec le chauffeur. On va l'amener en clinique, à Chambrier. Le papa dit d'accord. On m'installe dans ma chambre. Quand il part, mon cœur est posé sur là maintenant. Nathalie vient. Davila vient. Qu'est-ce qui s'est passé, Yaya? C'est quoi? Pourquoi tu as fait? Tu es malade? C'est quoi? Je dis, je sais pas. Peut-être c'est ce que je mangeais, je ne sais pas. Tout le monde me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne sais pas. Peut-être ce que je mangeais tout le long du chemin, là, je ne sais pas. Je n'ai pas dit à quelqu'un ce que j'avais vu. J'ai gardé ça pour moi. J'avais peur que si j'ouvre ma bouche, peut-être c'était mes derniers jours. Donc, je suis restée là, tout le monde dans la maison. Il est venu me chercher. J'ai dit à ma tante que je ne pars pas sans toi, on part à l'hôpital. David a dit, elle nous accompagne aussi. Nous sommes allés à l'hôpital à Chambry. En arrivant à l'hôpital, il a demandé au chauffeur de prendre soin de moi parce qu'il devait partir au bureau. Et puis, le monsieur a travaillé dans une grande structure ici au Gabon. Il fait partie des grands gens du pays, donc que je vais taire le nom déjà. Donc, et d'une grande famille ici au Gabon. Voilà. Donc, on a pris soin de moi là-bas, bien là. Donc, il est parti. On m'a dit, on voulait encore me garder. Je dis non, ça va aller. C'est juste la tension. Si on peut me prescrire un traitement que je vais aller faire à la maison et me reposer, il me manque de repos. Ils ont dit, madame, vous êtes sûre? Je dis non, c'est bon, c'est tranquille. J'irai me reposer et puis je vais prendre les médicaments. Ils m'ont prescrit tout un tralala. Le chauffeur allait à la pharmacie, il a tout acheté. La pharmacie des Forestiers en Bolo, il a tout acheté. Allez, on est allé à la maison, ils m'ont déposé. Il a dit, bon, si en cas de besoin, vous m'appelez, il faut manger. Et il a demandé à ce que ma petite soeur là, Davila, et puis le chauffeur, ils aillent faire les courses pour que je ne monte de rien, je mange et puis je prends les médicaments. Et c'est comme ça que je me suis établie petit à petit. Venez me rendre visite, mais c'était pas ça, je voulais voir personne en fait. Je voulais voir personne, j'étais carré, non, je voulais voir personne. Et puis à un moment donné, c'était quand même une autre personnalité, donc il voulait pas se rabaisser, puis se faire... il ne voulait pas que je me fasse prier en fait. Donc, il m'appelait de temps en temps, ça va, machin. Donc, du coup, j'ai pris mes bagages et fui. Je suis allée en province, dans ma ville natale. Donc, je suis partie là-bas, j'ai voyagé sans dire au revoir. Mon oncle était même fâché. Comment tu peux partir comme ça? Et quand il va venir me demander, j'ai dit que moi, je pars. Parce que le jour que je suis allée
à la gare acheter mon billet de train. Je n'avais dit à personne, j'avais déjà mon billet. Mon jour de départ aussi, je n'ai dit à personne que je voyageais. Donc c'est le jour même que je partais prendre le train pour partir que les gens m'ont seulement vu sortir un bon sac à main. Je pars où? J'ai dit je pars en week-end. Et le week-end là, c'est dans le train, la province. Et quand je suis arrivée en province, j'ai juste appelé pour dire, moi je suis déjà ici. Donc, tout ce qui s'est passé derrière, qu'il a fait la navette, venir me demander, c'est sûr qu'après, il a su que j'ai su ou comment, je ne sais plus. Je suis restée en province pendant 2 ans parce que je ne voulais pas revenir dans la ville de Libreville afin de lui croiser. Donc, je suis restée là-bas. Donc, c'était pour dire que vraiment dans la vie, là, avoir les longs yeux, là, c'est bon, c'est mauvais. C'est bon dans le sens positif, mais c'est mauvais dans le sens négatif. Parce que si moi, je n'étais pas un enfant, que mes parents avaient travaillé, je suis sûre qu'aujourd'hui, je ne serais pas là à raconter cette histoire. Parce que je suis sûre que c'est ce que mes parents avaient fait sur moi, là, qui m'ont rendu malade, qui m'ont fait tomber malade. Parce qu'on était à 2 doigts de la ville même où on partait. Je suis tombée sérieusement malade. Sérieusement malade. Donc, c'est peut-être les paroles que mes parents avaient parlé, proclamées quand on me l'avait là, qui ont permis, les esprits de ma famille ont permis que je tombe malade pour que ce monsieur-là ne puisse pas faire rentrer l'asticot en moi. Cet asticot qui devait aller me dévaster les intestins pour m'envoyer dans la tombe. Donc, c'est pour dire que dans la vie là, il ne faut pas trop rêver ce que tu ne peux pas avoir. Il y a un prix en toute chose. Quand tu aimes le luxe, c'est le luxe qui t'amène. Donc, c'était juste pour te dire, ça à tout le monde. C'est ma première histoire, c'est la première fois que je raconte. J'ai plein des histoires me concernant. J'ai encore 2 autres qui vont similairement à celle-là, mais qui sont à peu près pareils, mais c'est pas les asticots, c'est autre chose encore. Donc, prochainement, je reviendrai avec une autre histoire, certainement. Donc, bonne soirée à tous. Partagez, commentez et likez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Salut DMG, salut tous ceux qui suivent cette chaîne. Ça nous permet surtout de partager avec les autres ce qu'on a soit vécu personnellement ou bien dans notre entourage qui peut bien évidemment aider surtout les autres à travers surtout la morale de l'histoire. Ok, je suis du Burkina Faso, je suis DMG depuis longtemps. Ce jour, je vais partager avec vous une histoire que le grand frère d'un ami de la cour voisine a vécu. C'est quelqu'un qui travaille toute la journée et la nuit, arrivé à la maison, il se douche, il sort, il revient généralement tard, minuit, 1h, souvent 2h du matin. Il part dans les vidéoclubs là pour aller regarder les films et puis il revient. Maintenant, un jour, il a quitté les vidéoclubs vers 23h, minuit. Arrivé pratiquement vers leur domicile, il a eu envie de se soulager. Non loin de chez nous, il y a un espace, un grand espace, et juste derrière l'espace, il y a un marché. Il a regardé un coin là-bas, il s'est positionné pour se soulager. Pendant qu'il est en train de se soulager, il a vu sur la voie, c'est une grande voie rouge. Il a vu sur la voie une demoiselle qui est en train de passer. Bon, de loin, en tout cas, lui, il a regardé. La silhouette là, c'est la silhouette d'une jeune fille. Bon, vu que c'est tard dans la nuit, et puis bon, lui, il se disait que c'est une opportunité. Il s'est précipité, il a fini rapidement et il est sorti essayer de suivre la fille. En allant
En s'approchant de la fille, il est en train de parler à la fille. Ma soeur, bonsoir. Bonsoir ma soeur. La fille ne parlait pas. Elle avait des mèches très longues. Quand lui il s'est approché net, la fille s'est retournée. Son visage, selon ses dires, son visage, on ne peut pas regarder. Maintenant, lui, il veut fuir. Là où la scène s'est passée et l'air court, c'est pratiquement 2 parcelles seulement qui les séparaient. L'air court n'a pas de portail. Donc, ils ont 2 chiens et les 2 chiens étaient couchés devant la maison. Les 2 chiens ont vu la scène et c'est-à-dire quand ils tentent de fuir pour venir vers la maison, lui il fuit et il voit que la fille est devant lui. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à faire plus de 2-3 pas. Maintenant, c'est les chiens là qui sont venus, qui se sont interposés et en train d'aboyer. En train d'aboyer. À un certain moment, la fille, bon, lui en tout cas, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais on voit les chiens qui tentent d'aboyer. La bouche, on regarde la position, c'est position d'aboiement, mais il n'y a pas de son qui sort. Ils sont restés dans ça là durant plusieurs minutes. Et à un moment, la fille a dit au grand frère de l'ami là qu'il a eu la chance, qu'il n'a qu'à remercier ses chiens. Parce que si ce n'était pas ses chiens, si ces chiens n'étaient pas là, c'était fini pour lui aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La fille a continué à marcher. Lui, il est là en train de trembler. Les chiens étaient toujours arrêtés entre les deux. La fille a commencé à marcher. Dès lors que la fille a donné d'eau, lui aussi, il a essayé de marcher maintenant, bon, très difficilement pour rejoindre la cour. Et quand il est venu, il est rentré. Le matin maintenant, il a expliqué ça à sa famille. Et maintenant, comme son petit frère, c'est mon ami, on était dans la cour quand les gars expliquaient. Et la morale de cette histoire, c'est que les noctambules, ceux qui sortent la nuit, évitez surtout de faire de nouvelles connaissances, surtout avec des filles la nuit. On ne sait pas qui est qui, ce qui se passe, et le monde vraiment est aujourd'hui à une certaine vitesse où beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas s'y passent. Je remercie chacun pour son attention et que Dieu nous protège toujours. Et beaucoup de courage surtout à DMG pour l'effort fourni. Merci, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Maman, tu es là qui est partagée. Bonjour, bonsoir. Je vais vous raconter 2 petites histoires comme d'habitude. La première, c'est celle de mon père. Je vais l'intituler La succession. C'est l'histoire de mon arrière-grand-mère qui était mariée dans un foyer polygamique. Elles étaient 2 épouses. La première avait fait 3 filles. Ma grand-mère n'avait qu'une seule fille. Mon arrière-grand-mère, pardon, n'avait qu'une seule fille qui était ma grand-mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Leur époux décède. Et comme chez nous à l'Ouest, les femmes ne succèdent pas. Quand leur époux décède, on va dans la belle famille. On choisit un enfant qui n'a plus droit à l'héritage de la concession de son père pour venir hériter chez mon arrière-grand-père, mon défunt arrière-grand-père. Alors quand ils arrivent, comme ma grand-mère elle est jeune, elle est belle, elle est naïve, sa co-épouse lui dit non, ce jeune homme ne mérite pas d'être notre beau-fils, ou notre époux, pardon. Et on va lui faire passer l'envie d'être avec nous, ici à la concession, il faut qu'il fuit. Alors ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon, elle est d'accord. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère rejette le monsieur quand il vient vers elle pour réclamer les droits de cuissage et tout. Ma grand-mère le rejette. Et elle est là, sa co-épouse fait qu'elle a encouragé. Ma grand-mère entre en conflit avec le monsieur et tout. Et un matin, elle voit seulement sa co-épouse enceinte. Ah, ma grand-mère dit, mais c'est quoi cette histoire? Donc tu dors avec lui. Elle avait tellement créé une histoire d'animosité entre le monsieur et elle que par dépit, elle a pris sa fille et elle a quitté le foyer.
quand elle quitte dans le foyer, elle rentre dans leur concession familiale. Elle ne se remarie pas et finalement, elle décède. Ma grand-mère, qui est orpheline, se marie et elle fait des enfants. Pourquoi l'histoire? Parce que c'est eux qui se souviennent de l'accident sur la falaise de Tchang. Donc, après cet accident sur la falaise de Tchang, il y avait eu un accident où les véhicules avaient pris feu et les jumeaux avaient brûlé. Alors, l'un des véhicules de transport en commun qui avait pris feu appartenait à un des membres de ma famille, de cette famille de arrière-grand-père-là, de cette branche-là. Et lorsqu'ils sont allés faire des rites, ils ont cherché, parce que quand cette dame-là épouse ce monsieur finalement, ils font des enfants et ils ne surnomment aucune personne de la lignée du défunt. Parce que chez nous, dans la tradition, lorsqu'il était venu comme ça, il perdait sa lignée, un peu comme en Occident, là. Il perdait sa lignée et il devait maintenant porter juste les noms de la lignée du défunt, ce qu'il n'a pas fait. Donc, il a éteint la lignée du défunt, il s'est accaparé des biens matériels et il a prospéré. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, quand ils vont faire ce rituel, ils vont chercher pourquoi le bus du monsieur a brûlé pendant cet accident sur la falaise de Tchang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que, parce que quand chez nous les jumeaux brûlent, les jumeaux meurent, on découvre qu'il y a une malédiction. Et cette malédiction, il faut donc prendre un des enfants de ma grand-mère pour venir reprendre la succession dans cette concession où ils doivent, pour laver tout ce qu'ils lui ont fait, ils doivent lui bâtir une maison et prendre un des enfants et venir succéder là-bas. Voilà donc ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est fait pour réparer ce tort qui avait été fait. La deuxième petite histoire est toujours liée à cette histoire de sang, de dette de sang. Alors, c'est un prince d'une des chefferies qui, lorsque son père meurt, c'est pas lui le successeur. Par dépit, qu'est-ce qu'il va? Il va dans le trésor royal et il vole les bijoux. Il vole les bijoux, c'est-à-dire les colliers de perles, ces objets qui avant, c'était de la richesse. Quand il vole tout ça, il fuit son village, il va et dans sa marche, il tombe sur un monsieur avec qui il sympathise. Ce monsieur, il sympathise avec lui, le monsieur est marié, il a une femme, il a des enfants. Quand il sympathise avec lui, il lui raconte son histoire, il lui montre ses bijoux et tout. Un jour donc, et le monsieur l'aide à cacher parce qu'il fallait cacher, c'est quand même un fugitif. Un jour, le monsieur lui demande il quitte la maison, comme ils avaient l'habitude de marcher ensemble. Il lui dit, quand le soleil va se lever, retrouve-moi dans telle plantation où je t'emmène souvent là. Le jeune homme dit au monsieur, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, quand le monsieur, donc finalement, il le rejoint dans la plantation, qu'est-ce que le gars avait fait? Il avait creusé une tombe. Parce qu'après tous ces bijoux, c'était beaucoup d'argent. Donc lui, il avait vu l'occasion de changer sa situation financière. Il a creusé une tombe et il entraîne le monsieur vers la tombe par des subterfuges. Et lorsque le monsieur est proche de la tombe, il a poussé dans cette tombe et il l'a enterré vivant. Il l'a enterré vivant. Ce monsieur a proféré des malédictions. Et aujourd'hui, dans cette famille, tous les jeunes de sexe masculin meurent à la fleur de l'âge. Et les meurtres de sang, c'est-à-dire des accidents, des trucs, mais la plupart des jeunes de cette famille, les hommes, meurent à la fleur de l'âge. Lorsqu'on est parti faire des enquêtes, voilà, on a découvert que c'est cette dette spirituelle-là, de cet homme qu'on avait assassiné, qu'il réclamait. Et comme ces genres d'histoires sombres-là, tu as toujours avoué ça à quelqu'un. Lorsqu'on a fait des enquêtes, on découvre que oui, c'est vrai, il avait avoué à quelqu'un. Parce qu'avec ces titres, avec ces bijoux-là, il a gagné de la notoriété et puis il est devenu notable, il est devenu si ça. Donc voilà, il faut laver cette malédiction dans cette famille. Et jusqu'aujourd'hui, ils en sont là. La plupart des hommes dans cette famille meurent à la fleur de l'âge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.